Il existe un type de personne qu'un profil évitant ne rencontre qu'une seule fois, peut-être deux, au cours de toute sa vie relationnelle. Ce n'est pas la personne qui aime avec patience. Ce n'est pas celle qui comprend sa psychologie, qui s'adapte à ses mécanismes émotionnels et qui supporte ses éloignements avec une douceur silencieuse, celle sur laquelle l'évitant finit souvent par compter sans vraiment en prendre conscience. Ces personnes, aussi rares et précieuses soient-elles, restent malgré tout compatibles avec le fonctionnement émotionnel de l'évitant. Leur amour, aussi généreux, lucide et constant soit-il face à l'inconstance, entre encore dans une logique que l'évitant connaît déjà. Le partenaire compréhensif, celui qui pardonne facilement, celui dont l'amour est suffisamment vaste pour accueillir les limites de l'autre sans exiger qu'il change immédiatement. À un certain niveau, l'évitant sait vivre dans cette relation. Il sait recevoir cet amour dans les limites autorisées par ses défenses émotionnelles. Il sait s'éloigner puis revenir, en retrouvant toujours cette présence fidèle, encore disponible, encore ouverte. Toute son architecture intérieure possède déjà un espace prévu pour ce type d'amour, un espace construit précisément selon ce qu'il est capable de tolérer émotionnellement. Le partenaire patient habite alors cette pièce symbolique, tandis que l'évitant reste sur le seuil, suffisamment proche pour profiter de la chaleur du lien, mais assez distant pour ne jamais s'y abandonner complètement. Puis il existe un autre type de personne, une personne qui ne correspond à aucune pièce de cette architecture émotionnelle, une personne dont l'amour ne se contente pas d'être généreux, mais dont la perception émotionnelle atteint une profondeur inhabituelle. Une personne capable de ressentir ce qui est vrai derrière les apparences, ce qui existe sous les comportements contrôlés, ce qui se cache derrière les récits que chacun construit pour se protéger. Cette personne perçoit non seulement ce que l'évitant montre, mais aussi ce qu'il tente inconsciemment de dissimuler à lui-même. Elle voit avec une clarté rare, à la fois profondément compatissante et totalement lucide. Une lucidité que les mécanismes de défense de l'évitant n'ont jamais été conçus pour affronter. Cette personne est souvent décrite comme un super empathique, non pas dans un sens idéalisé ou romantique, mais comme quelqu'un possédant une sensibilité émotionnelle exceptionnelle, accompagné d'une grande maturité intérieure et d'une forte capacité à lire les contradictions humaines. Et lorsqu'un évitant trahit une personne de cette nature, les conséquences psychologiques sont souvent très différentes de tout ce qu'il a connu auparavant. Car, pour la première fois, il rencontre quelqu'un qui ne réagit ni par dépendance, ni par naïveté, ni par besoin d'être sauvé. Quelqu'un qui comprend profondément la blessure de l'autre, mais qui refuse malgré tout de se perdre dans cette dynamique. C'est là que quelque chose se brise. Non pas parce que le super empathique cherche à détruire l'évitant, mais parce que sa lucidité agit comme un miroir impossible à fuir. Et lorsqu'une personne a passé toute sa vie à éviter certaines vérités émotionnelles, être vue avec autant de précision peut devenir une expérience profondément déstabilisante. Avant d'aller plus loin, il est important de préciser qu'un super empathique n'est pas simplement une personne gentille ou hypersensible. Derrière cette capacité émotionnelle existent aussi des coûts invisibles. Une fatigue psychique importante, une tendance à absorber les souffrances des autres et parfois des années passées à apprendre à poser des limites saines pour ne pas se sacrifier continuellement. Une personne profondément empathique n'est pas simplement quelqu'un de très sensible, même si la sensibilité en fait partie. Ce n'est pas seulement une personne qui ressent intensément les émotions, même si cette profondeur émotionnelle constitue une base essentielle. Ce n'est pas non plus uniquement quelqu'un capable de percevoir avec justesse les émotions des autres, bien que cette précision fasse partie de ses caractéristiques les plus marquantes. Le super empathique est avant tout une personne dont la perception émotionnelle, la finesse relationnelle et la capacité d'écoute intérieure atteignent un niveau rare. Une personne capable de percevoir la réalité intérieure d'un autre être humain avec une lucidité et une profondeur que peu de gens développent réellement au cours de leur vie. Il peut accueillir toute la complexité d'une personne, sa lumière comme ses zones d'ombre, ses émotions sincères comme ses mécanismes de défense,
L'image qu'elle montre au monde est celle qu'elle cache derrière ses protections. Et cela sans les distorsions émotionnelles que beaucoup projettent inconsciemment lorsqu'ils aiment quelqu'un. Mais cette capacité n'a rien de confortable. Ce n'est pas un don magique comme les récits romancés le présentent souvent. Bien au contraire. Voir les gens avec autant de clarté signifie aussi voir leurs limites, leurs contradictions et parfois les blessures qu'ils finiront inévitablement par provoquer. Aimer quelqu'un, tout en percevant déjà les conséquences possibles de ses comportements, crée une forme de douleur très particulière. Une tristesse complexe, presque silencieuse, née du fait de comprendre certaines choses avant qu'elles n'arrivent et de choisir d'aimer malgré tout. Dans une relation avec une personnalité évitante, le super empathique a généralement compris la dynamique bien avant d'oser l'admettre pleinement à lui-même. Il ressent les éloignements émotionnels non pas comme de simples difficultés de couple, mais comme le signe d'une personne protégée par des défenses profondes, dont la capacité à maintenir une véritable intimité possède une limite invisible que la relation finit toujours par atteindre. Au fond de lui, souvent bien avant que les faits ne deviennent évidents, il sait que la souffrance finira par apparaître. Non pas comme une prédiction dramatique, mais comme une lecture émotionnelle lucide. Un peu comme un marin expérimenté sent l'arrivée d'une tempête avant même que le ciel ne change réellement. Il ignore peut-être quand tout basculera, ni sous quelle forme, mais il perçoit déjà les conditions émotionnelles qui rendent cette issue probable. Et pourtant, il reste. Non par naïveté, ni par faiblesse affective, mais parce que son amour dépasse parfois sa propre logique de protection. Parce qu'il possède une capacité de compassion qui l'amène souvent à rester présent pour des personnes qui ne savent pas encore recevoir cet amour de manière saine ou équilibrée. Le super empathique voit à la fois la personne blessée cachée derrière les défenses et les défenses elles-mêmes. Il voit l'être humain qui mérite profondément d'être aimé, mais il voit aussi les mécanismes émotionnels qui empêchent cet amour d'être pleinement accueilli, partagé et rendu. C'est précisément ce mélange de lucidité et de compassion qui rend ce type de lien aussi intense, aussi beau parfois, mais également aussi épuisant émotionnellement lorsqu'aucun véritable changement intérieur ne vient équilibrer la relation. C'est cette personne que l'évitant a fini par blesser. Non pas quelqu'un de naïf qui n'avait rien vu venir, mais quelqu'un qui avait perçu les signes depuis longtemps et qui est resté malgré tout, parce que l'amour était sincère, parce que l'espoir existait encore, et parce que comprendre les blessures profondes de l'autre faisait naître une compassion qui rendait le départ presque cruel. Ce contexte est essentiel pour comprendre pourquoi cette rupture produit un impact si différent de toutes les autres. Car, dans ce type de dynamique, la trahison n'est pas toujours un événement spectaculaire ou brutal. Bien souvent, elle se construit lentement, presque silencieusement. Elle apparaît dans l'accumulation des éloignements émotionnels absorbés puis pardonnés sans véritable remise en question. Dans les promesses explicites ou implicites qui ont été faites, puis progressivement abandonnées à travers les comportements quotidiens. Dans cette répétition de manque émotionnel où certaines attentes, pourtant réalistes, clairement exprimées et accessibles, ont été continuellement évitées ou repoussées. Au départ, le partenaire empathique comprend. Il fait preuve de patience. Il voit les blessures derrière les comportements défensifs. Il accepte les difficultés liées à l'attachement, évitant en espérant qu'une évolution reste possible. Mais il existe un moment où quelque chose change profondément. Un moment où les blessures causées ne peuvent plus être expliquées uniquement par la peur, les mécanismes de protection ou le passé douloureux. Un moment où l'écart entre la personne que l'évitant pourrait devenir et celle qu'il choisit continuellement d'être devient impossible à ignorer. Et ce moment-là, le super empathique l'a souvent ressenti bien avant de pouvoir agir en conséquence. Pendant longtemps, il a maintenu une distance entre ce qu'il savait intérieurement et ce qu'il acceptait de reconnaître pleinement. Parce qu'aimer quelqu'un pousse parfois à prolonger l'espoir au-delà du raisonnable. Puis arrive une forme de clarté irréversible. Une clarté douloureuse, traversée de tristesse, mais aussi étrangement apaisante. Comme si,
Après avoir porté trop longtemps une vérité silencieuse, celle-ci devenait enfin impossible à nier. Le super-empathique ne quitte généralement pas la relation dans la colère explosive ou dans la réaction impulsive. Il ne part pas sous l'effet d'une blessure soudaine. Il part depuis un endroit beaucoup plus calme et beaucoup plus définitif. Il part après avoir observé les faits pendant longtemps. Après avoir rassemblé, presque malgré lui, tous les éléments qui confirmaient ce qu'il refusait encore d'accepter totalement. Et un jour, il cesse enfin de transformer la réalité pour la faire correspondre à l'espoir. C'est cette manière de partir qui déstabilise profondément l'évitant. Parce que cette fin n'est ni chaotique, ni confuse, ni négociable émotionnellement. Elle est claire, réfléchie, pleinement consciente, chargée de tristesse, mais intérieurement stable. Et les mécanismes habituels de l'évitant ne savent pas comment réagir face à cela. Dans le passé, les ruptures suivaient souvent des schémas familiers. Soit l'évitant quittait la relation lui-même en gardant une forme de contrôle émotionnel grâce à la distance. Soit l'autre personne partait dans la douleur, la colère ou le conflit, laissant suffisamment de désordre émotionnel pour que l'évitant puisse relativiser sa propre responsabilité ou se protéger psychologiquement derrière l'idée que les torts étaient partagés. Mais ici, la situation est différente. Le super-empathique ne cherche pas à punir. Il ne dramatise pas. Il ne tente pas de manipuler le retour de l'autre par la souffrance visible. Il voit simplement la réalité telle qu'elle est devenue. Et lorsqu'une personne qui vous a compris avec autant de profondeur choisit finalement de partir dans le calme, sans haine mais sans illusion, cela confronte l'évitant à quelque chose de beaucoup plus difficile que le conflit. La vérité émotionnelle nue, sans distraction ni échappatoire. La manière dont le super-empathique met fin à la relation ne laisse aucune échappatoire psychologique habituelle à l'évitant. Tout est trop clair, trop calme, trop cohérent. Il n'y a ni explosion émotionnelle, ni scène destructrice, ni réaction excessive qui permettrait à l'évitant de se réfugier derrière l'idée que la relation était devenue ingérable ou que l'autre était trop intense émotionnellement. Le super-empathique ne transforme pas sa douleur en chaos. Il ne supplie pas. Il ne poursuit pas l'autre. Il ne cherche pas à provoquer une réaction par la souffrance visible. Il ne crée pas cette confusion émotionnelle que certaines dynamiques relationnelles utilisent inconsciemment pour maintenir un lien, même brisé. Et c'est précisément cela qui bouleverse profondément l'évitant. Parce que, dans beaucoup de relations passées, le désordre émotionnel de la rupture permettait encore une forme de protection psychologique. L'évitant pouvait se convaincre que le problème venait aussi de l'incapacité de l'autre à gérer la relation, ou du caractère trop émotionnel de la situation. Mais ici, aucun écran de fumée n'existe. Le super-empathique part avec une tranquillité presque irréversible, une décision prise depuis un espace intérieur profondément lucide. Il n'a plus besoin que l'autre comprenne, valide ou reconnaisse ce qu'il ressent pour savoir que la relation est arrivée à sa limite. Il ne part pas dans la confusion. Il part comme quelqu'un qui a enfin atteint une vérité intérieure, longtemps repoussée. Ce départ n'a pas la brutalité d'une fuite impulsive, ni la lente ambiguïté d'un éloignement progressif. Il possède quelque chose de beaucoup plus déstabilisant, une forme de complétude émotionnelle, comme si la relation n'était pas simplement perdue, mais qu'un processus entier arrivait naturellement à son terme. Et cette qualité de départ agit comme un premier choc émotionnel pour l'évitant, car cette fin ne ressemble à aucune autre. Elle ne laisse pas de porte entrouverte. Aucun espace flou permettant un retour progressif, une reprise de contact ambiguë ou cette réactivation lente du lien sur laquelle l'évitant a souvent pu compter dans le passé. La porte est fermée, pas avec haine, pas dans la colère, mais avec la sérénité définitive de quelqu'un qui ne ferme jamais une porte impulsivement et qui, une fois cette porte fermée, ne la rouvre pas sans transformation réelle et profonde. Le deuxième choc pour l'évitant est l'absence totale de poursuite émotionnelle après la rupture. Dans la plupart des relations marquées par l'attachement évitant, l'autre partenaire continue souvent à chercher le contact après la séparation. C'est une réaction humaine, compréhensible, née du manque, de l'attachement et de l'espoir persistant.
Cette poursuite confirme inconsciemment à l'évitant qu'il comptait réellement, qu'il était désiré, que la relation avait laissé une empreinte suffisamment forte pour provoquer encore des tentatives de rapprochement. Mais le super empathique ne poursuit pas, non par orgueil, non comme stratégie psychologique. Il ne poursuit pas parce qu'au fond de lui, quelque chose est réellement terminé. L'amour qu'il a porté était sincère. Et d'une certaine manière, cet amour continue souvent d'exister sous une forme apaisée, car les sentiments authentiques ne disparaissent pas brutalement du jour au lendemain. Mais son respect de lui-même, combiné à la lucidité acquise à travers la relation, crée désormais une réalité intérieure incompatible avec le besoin de courir après quelqu'un qui n'a pas su préserver le lien. Et cette absence de poursuite possède une qualité très particulière. Ce n'est pas le silence tendu d'une personne qui se retient difficilement d'écrire. Ce n'est pas une stratégie de distance calculée pour provoquer un retour. Ce n'est pas non plus une démonstration froide destinée à punir. C'est simplement le calme d'une personne qui a accepté la réalité jusque dans ses profondeurs émotionnelles. Et pour l'évitant, cette paix silencieuse devient souvent beaucoup plus troublante que n'importe quelle colère. Cette absence de poursuite possède quelque chose de totalement naturel. Elle ne ressemble pas à l'effort d'une personne qui lutte intérieurement contre l'envie d'écrire ou de revenir. Elle ne donne pas l'impression d'un silence contrôlé ou stratégique. C'est simplement le comportement de quelqu'un qui a réellement atteint la fin de son attachement à cette dynamique. Le super empathique n'est plus en train de gérer son besoin de revenir. Ce besoin s'est transformé, non parce que l'amour a disparu, mais parce que la clarté émotionnelle est devenue plus forte que l'espoir qui maintenait autrefois la relation en vie. Et cela désoriente profondément l'évitant. Au début, ces mécanismes de défense tentent d'interpréter cette distance à travers les anciens schémas familiers. C'est une stratégie. Cette personne reviendra plus tard. C'est une manière plus subtile de provoquer une réaction. Car l'évitant connaît les silences joués. Il connaît les départs ambigus. Il connaît les personnes qui partent tout en attendant inconsciemment qu'on les retienne. Mais il ne reconnaît pas immédiatement la différence entre un silence stratégique et un silence réellement apaisé. Avec le temps, cette différence devient impossible à ignorer. Le silence du super empathique ne se brise pas selon les délais habituels. Il ne contient pas cette tension invisible de quelqu'un qui attend encore un signe ou un retour. Il ne possède pas l'énergie d'une absence utilisée comme outil relationnel. Il continue simplement d'exister avec une stabilité calme, presque organique, comme l'expression naturelle d'une personne qui a véritablement avancé intérieurement. Et c'est là qu'apparaît le troisième choc, le plus profond et souvent le plus bouleversant pour la psychologie de l'évitant. Parce que lorsque le super empathique part, il emporte avec lui quelque chose que l'évitant ne savait même pas avoir reçu avant d'en ressentir brutalement l'absence. Il emporte le sentiment d'avoir été réellement vu. Durant toute la relation, la capacité exceptionnelle du super empathique à percevoir les autres avec précision avait permis à l'évitant d'être compris d'une manière qu'il n'avait probablement jamais connue auparavant. Pas seulement à travers l'image qu'il montrait au monde, mais dans sa réalité intérieure la plus profonde, la personne blessée derrière les défenses, la peur cachée derrière la distance, le besoin d'amour dissimulé sous les mécanismes d'évitement, le désir sincère de connexion caché derrière les comportements qui empêchaient justement cette connexion d'exister pleinement. Le super empathique voyait tout cela, et surtout, il le voyait sans condamner. Son regard n'était pas celui d'une analyse froide, ni d'un jugement psychologique permanent. C'était la présence rare de quelqu'un capable d'être témoin de toute la complexité humaine d'une autre personne sans chercher à la réduire à ses blessures. Il percevait les contradictions de l'évitant sans le faire se sentir humilié ou exposé de manière menaçante. Dans les meilleurs moments de la relation, être vu par cette personne devenait même une expérience profondément sécurisante, presque reposante. Comme si, pour la première fois, l'évitant pouvait exister sans devoir contrôler entièrement l'image qu'il donnait. Et cela n'a rien d'ordinaire. Même si l'évitant n'avait pas les mots pour comprendre pleinement ce qu'il vivait à ce moment-là,
Son système émotionnel, lui, l'avait enregistré. À un niveau silencieux, instinctif, presque corporel, quelque chose savait que cette relation contenait une qualité rare. La sensation d'être vu au-delà des apparences, d'être compris au-delà des mécanismes défensifs, d'être accueilli sans devoir performer une version parfaite de soi-même. Lorsque le super-empathique s'en va, cette expérience disparaît avec lui. Non comme une punition, non comme une vengeance, mais simplement parce que cette qualité de présence lui appartenait profondément. Cette capacité de perception appartenait au super-empathique. C'était sa manière unique de comprendre les êtres humains, sa profondeur émotionnelle particulière, cette faculté rare de voir au-delà des apparences, sans juger immédiatement ce qu'il découvrait. Et lorsqu'il quitte la relation, il emporte naturellement cette qualité avec lui. Ce qui disparaît alors de la vie de l'évitant n'est pas seulement la présence d'une personne, c'est une manière exceptionnelle d'avoir été compris, une manière d'être vu dans toute sa vérité intérieure, sans masque, sans performance, sans nécessité constante de se protéger. Et cette expérience est extrêmement rare, parce que la combinaison de profondeur émotionnelle, de lucidité relationnelle, de compassion sincère et de compréhension intuitive que possède le super-empathique ne se retrouve pas facilement ailleurs. Ce n'est pas quelque chose que l'on remplace simplement par une nouvelle relation. Ce n'est pas une absence qui se dissout rapidement dans le temps ou dans les distractions émotionnelles habituelles. C'est précisément là que commence ce que l'on pourrait appeler la chute intérieure de l'évitant. Une chute silencieuse, souvent invisible pour les autres, parfois même difficile à expliquer avec des mots. Car ce que l'évitant perd à cet instant n'est pas seulement une relation amoureuse. Il perd peut-être la seule expérience de sa vie où il s'est senti réellement connu, profondément compris et émotionnellement accueilli sans devoir constamment contrôler l'image qu'il projetait. Et surtout, il réalise progressivement que cette perte n'est pas simplement due aux circonstances ou à une incompatibilité naturelle. Elle est liée à ses propres schémas répétitifs, aux choix accumulés, parfois inconscients, qui ont continuellement privilégié la distance plutôt que la profondeur émotionnelle, le contrôle plutôt que la présence sincère, la sécurité des défenses plutôt que le risque d'une véritable ouverture affective. Cette prise de conscience crée une douleur très différente du chagrin amoureux ordinaire. Le deuil classique d'une relation tourne principalement autour de l'absence de l'autre, sa présence, sa voix, les moments partagés, l'intimité perdue. Avec le temps, cette douleur évolue généralement. Elle ne disparaît jamais totalement, mais elle cesse progressivement d'occuper chaque instant de la vie intérieure. La chute de l'évitant, elle, possède une autre nature. Elle est alimentée par une réflexion incessante. Comprendre que ce qui a été perdu n'a pas disparu par hasard, ni uniquement à cause des circonstances, mais à travers une accumulation de comportements qui ont éloigné progressivement quelque chose de précieux. Et cette confrontation est profondément inconfortable, car il devient difficile de fuir la vérité lorsque la personne qui est partie l'a fait avec autant de calme, de dignité et de clarté. Le super-empathique n'a laissé derrière lui ni chaos, ni conflit destructeur, ni réactions extrêmes permettant de détourner l'attention de la réalité profonde de la relation. Son départ était trop lucide, son silence trop authentique, sa décision trop complète. Il ne restait plus beaucoup d'échappatoires psychologiques possibles, et l'évitant se retrouve alors face à une vérité particulièrement difficile à contourner. Il avait dans sa vie quelqu'un de rare, quelqu'un qui le voyait profondément, quelqu'un qui aimait sincèrement ce qu'il voyait malgré les blessures, les contradictions et les mécanismes défensifs. Et cette personne est restée bien plus longtemps que beaucoup d'autres ne l'auraient fait. Mais à force de protéger ses peurs plutôt que le lien lui-même, l'évitant a fini par perdre précisément ce qu'il cherchait inconsciemment depuis toujours. Une connexion où il pouvait être pleinement vu sans avoir besoin de se cacher. Quelque chose de rare avait été offert à l'évitant. Quelque chose qui n'était ni facilement remplaçable, ni reproductible, ni simplement accessible dans une future relation. Une présence capable de voir au-delà des protections émotionnelles. Une présence capable d'aimer sans illusion, mais aussi sans condamnation. Et pourtant,
Malgré cela, les mêmes schémas relationnels ont continué à se répéter, encore et encore, jusqu'à produire la forme de rupture la plus silencieuse et la plus irréversible qui existe parfois dans une relation humaine. Le départ d'une personne qui voit clairement et qui, une fois sa décision prise, ne revient pas pour de mauvaises raisons émotionnelles. Alors, à quoi semble cette chute intérieure dans la vie de l'évitant après la séparation? Dans les jours, les semaines puis les mois qui suivent, elle ne ressemble pas forcément à un effondrement visible. Au contraire. Extérieurement, l'évitant continue souvent à fonctionner normalement. Il reprend ses habitudes, ses responsabilités, ses échanges sociaux ou professionnels. Aux yeux des autres, il semble avoir traversé la rupture avec le calme et le contrôle émotionnel qui caractérisent souvent les personnalités très défensives. L'image extérieure reste stable, mais intérieurement, quelque chose a changé. Dans certains moments très précis, une conversation plus profonde, un instant de vulnérabilité inattendue, une émotion difficile à partager, l'absence devient soudainement palpable. Parce que la personne capable de recevoir ces parts profondes, avec cette qualité particulière d'écoute et de compréhension, n'est plus là. Et ce vide possède une texture spécifique. Ce n'est pas simplement la tristesse classique d'une séparation. Ce n'est pas uniquement le manque affectif ordinaire. C'est une sensation plus subtile. L'impression qu'une dimension entière de l'expérience relationnelle a disparu. Les échanges deviennent plus superficiels. Les conversations semblent moins vivantes. Certaines émotions n'ont plus vraiment d'endroit où être déposées. L'évitant découvre progressivement qu'il ne regrette pas seulement une personne, mais une qualité de lien qu'il n'avait jamais connue auparavant. Et cette absence ne peut pas être compensée simplement par de nouvelles rencontres ou par le retour aux habitudes anciennes. Parce que ce qui a été perdu n'était pas ordinaire. C'était cette sensation rare d'être compris sans devoir constamment se protéger. Avec le temps, cette expérience pousse parfois l'évitant vers une question beaucoup plus profonde que les explications habituelles sur les styles d'attachement ou les blessures du passé. La véritable question devient alors « Pourquoi ai-je continué à choisir des mécanismes de protection qui ont fini par détruire précisément ce dont j'avais le plus besoin ?» Et cette question change tout. Parce qu'à partir de ce moment, il ne s'agit plus simplement de comprendre son passé ou ses schémas psychologiques. Il s'agit de reconnaître honnêtement le prix émotionnel de certaines défenses restées actives trop longtemps. C'est là que peut commencer une transformation réelle. Pas automatiquement, pas immédiatement, et certainement pas sans douleur. Mais parfois, pour la première fois, l'évitant cesse de voir ces mécanismes comme de simples protections nécessaires et commence à voir ce qu'ils lui ont également coûté. L'évitant a souvent déjà réfléchi à ses blessures émotionnelles, à son style d'attachement ou à son besoin de contrôle affectif. Dans bien des cas, il comprend intellectuellement pourquoi il fonctionne ainsi. Mais cette compréhension reste souvent théorique. Elle devient parfois même une manière de gérer le problème sans réellement le transformer. Comprendre ces mécanismes peut donner l'impression d'avancer, tout en laissant les comportements profonds pratiquement inchangés. On analyse, on explique, on contextualise. Mais on ne change pas forcément. Et c'est précisément là que la chute intérieure provoquée par la perte du super-empathique devient différente des autres expériences relationnelles. Parce qu'elle impose une question beaucoup plus intime, beaucoup plus difficile à contourner. Une question qui ne concerne plus seulement les schémas psychologiques généraux, mais une personne précise qui a été perdue. La question devient alors: est-ce que je viens de perdre la seule personne qui m'est réellement connue de cette manière? Et cette question-là ne peut pas être apaisée par des théories sur l'attachement ou par des explications intellectuelles sur le passé, car elle touche quelque chose de profondément humain, la peur d'avoir laissé partir une connexion rare que l'on ne retrouvera peut-être jamais sous la même forme. L'évitant commence alors à comprendre que ce qu'apportait le super-empathique n'était pas ordinaire. Cette capacité à voir l'autre avec autant de profondeur, de compassion et de lucidité est extrêmement rare. Ce n'est pas un type de lien que l'on rencontre facilement plusieurs fois dans une vie.
Et cette réalité devient difficile à ignorer. Pas dans un sens dramatique ou fataliste, mais simplement parce que certaines rencontres humaines possèdent une qualité émotionnelle exceptionnelle. Alors une seconde question apparaît. Même si une telle personne revenait un jour dans ma vie, serais-je réellement capable d'aimer différemment? Et cette interrogation est souvent encore plus inconfortable que la première, parce qu'elle oblige à regarder honnêtement les conséquences des mécanismes défensifs restés inchangés. Sans transformation intérieure réelle, les mêmes comportements risquent de réapparaître. La même distance émotionnelle, les mêmes retraits, les mêmes limites invisibles face à l'intimité, et finalement la même souffrance pour quelqu'un qui aimait sincèrement. Le super empathique n'est donc pas seulement une personne qui quitte la relation. Il devient parfois un miroir révélant à l'évitant ce que ces mécanismes de protection lui coûtent réellement. Et c'est là que cette douleur peut, dans certains cas, devenir le point de départ d'un changement authentique. Non plus un changement motivé par la peur de perdre, ni par le besoin de réparer son image, mais un changement né d'une compréhension beaucoup plus profonde. Comprendre que certaines défenses qui servaient autrefois à survivre émotionnellement finissent aussi par empêcher de recevoir pleinement l'amour lorsque celui-ci se présente enfin sous une forme sincère, mature et profondément humaine.